Madame, Monsieur, bonsoir. La vérité jaillira de l'apparente injustice, disait Albert Camus. Décryptage ce soir d'une résolution européenne hostile au Maroc. La résolution qui a été votée jeudi dernier par le Parlement européen reproche au Maroc des violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Une résolution non contraignante, mais révélatrice d'un courant qui vraisemblablement veut nuire au Maroc, son image et ses intérêts. Le timing n'est pas anodin et l'action n'est pas la seule, puisque des actions sont menées de manière simultanée sur les plans judiciaires, financiers et diplomatiques au lendemain d'un rayonnement mondial extraordinaire du Maroc grâce au football et à la veille de la tenue de la haute commission mixte Maroc-Espagne. Ce sera à Rabat. Le gouvernement marocain n'a pas officiellement réagi à la résolution du Parlement européen. Cependant, une source autorisée au ministère des Affaires étrangères a estimé que, je cite, cette résolution s'inscrit dans le cadre des agressions et des tracasseries que subit le Royaume de la part de ceux que le développement, la prospérité, la forte présence régionale et internationale du Maroc dérange. Fin de citation. Car cette résolution intervient simultanément, et comme je le disais, avec des accusations du Maroc pour avoir corrompu des eurodéputés pour défendre la cause de son intégrité territoriale, mais aussi, et tout récemment, un projet de durcissement des autorités européennes sur les transferts des Marocains résidant à l'étranger. Il y a bien des questions à se poser quant aux intentions réelles des Européens vis-à-vis de leur partenaire historique, le Maroc. C'est ce que nous discutons ce soir avec mes invités. Tout d'abord, un plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu professeur Zakaria Boudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur Aboudahab, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Ehsan. Et en face, professeur Mustafa Shimi qui nous rejoint, professeur en droit et politologue. Bonsoir, professeur Shimi. Bonsoir. Et avec nous, deux juristes également, maître Hatim Begar, avocat au barreau de Kenitra, également membre du bureau politique du parti du mouvement populaire. Bonsoir maître Begar et merci de vous joindre à nous. Merci à vous, bonsoir. Et un autre avocat, cette fois qui se joint à nous depuis Paris, maître Hubert Seyan, avocat au barreau de la capitale Paris. Bonsoir maître Seyan et merci de vous joindre à nous. Je vous remercie. Alors cette résolution du Parlement européen, c'est une première en 25 ans, ou depuis 25 ans. Avant d'en parler, et de la décrypter, cette résolution, peut-être un peu de pédagogie, maître ou plutôt professeur Zakaria Boudahab. C'est aujourd'hui une nécessité que de comprendre le fonctionnement de ce Parlement européen. D'abord, qu'est-ce que le rôle concret du Parlement européen et quelles sont ses prérogatives? Une bonne question pour introduire le débat. Premièrement, il faut inscrire le Parlement européen dans l'architecture normative et institutionnelle de l'Union européenne en totalité, en bloc, puisque celui-ci, le Parlement, a aussi des liens, entre autres avec la Commission européenne, qui est un peu l'exécutif, si vous voulez, de cette intégration. Il a également des liens avec les autres institutions, comme le Conseil de l'Union européenne, comme le Conseil européen, voire même il a la possibilité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Cela est extrêmement important de le souligner. En tant que tel, c'est une institution qui a connu une évolution remarquable, il faut le souligner, depuis les années 50. Mais à l'époque, on parlait de l'Assemblée parlementaire européenne. Ce n'est que plus tard qu'il a acquis l'appellation d'aujourd'hui. Mais au niveau de ses fonctions, pour dire les choses rapidement, il est co-législateur dans le sens où, certes, il n'a pas l'initiative de la législation, exclusive comme cela est reconnu pour la Commission, mais en même temps, il peut intervenir pour proposer des amendements, des propositions. Deuxièmement, il a quand même un rôle très important en matière de budget. Évidemment, quand le budget est voté, entre autres pour le Maroc, il peut également donner son avis conforme ou non conforme. Également, il a des possibilités de contrôler les accords extérieurs ou externes conclus par l'Union européenne. Et en l'occurrence, ça nous concerne puisque ce Parlement peut les bloquer. Bon, je rappelle juste, à titre de rappel, qu'en 2019, il a voté favorablement pour la reconduction de l'accord de pêche. Donc on peut grosso modo dire... Qui inclut les provinces du sud du Royaume. Que c'est une institution politique. Suffrage universel direct, c'est important. 705 eurodéputés depuis le retrait du Royaume-Uni. Donc, c'est une institution qui est un peu dépositaire, si vous voulez, de la clause démocratique au niveau européen. C'est important de le souligner. Absolument. Maître Seyan, quels sont les partis éligibles à saisir le Parlement européen? Quelle est
la procédure en vigueur pour saisir cette instance? Je ne sais pas ce qui a été fait. Les faits m'échappent, je dois dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé n'est pas participe d'un vieux courant. Il y a en effet en Europe toujours eu un certain nombre de lobbying qui ont été très influencés par d'autres pays que je ne citerai pas à cet instant. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces lobbying ont été animés depuis quelque temps pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. Un vote a été acquis, mais bon, in fine, ce vote n'a pas un caractère normatif. De quoi s'agit-il? D'un coup de pied dans l'eau, si l'on peut dire. Je n'y vois aucune importance significative sur le plan juridique et politique. En revanche, il y a une différence notable entre les autorités européennes et le Parlement. On sent bien qu'il y a un certain désordre actuellement. C'est un peu Capharnaüm, si vous préférez, l'Union européenne. Parce que quand on prend toutes les institutions, elles ont des attitudes qui sont assez contradictoires. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Oui, c'est certainement un Capharnaüm, mais certaines tendances sont claires comme l'eau de roche, professeur Sahimi. Je vais vous reposer la même question que j'ai adressée à Maître Seyan. En gros, qui est à l'origine de cette résolution? D'abord, qui serait à l'origine? D'abord, pour cette résolution, il faut rappeler, ça a été dit par mes deux collègues, qu'elle n'a pas de caractère obligatoire, pas de caractère contraignant. Oui. C'est un acte de nature déclaratif ou déclaratoire. Bien, premier point. Deuxième point, le vote. Il faut le rappeler, ce Parlement fait 705 membres, c'est exactement la moitié à 2-3 sièges près qui a voté pour cette résolution aussi au Maroc, 356. Ça veut dire quoi? Plus les abstentions et les contre, ça veut dire qu'il y a plus de 300 députés, eurodéputés, qui n'ont pas participé au vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas matière à être présent pour un vote à propos de cette résolution. Tout ça doit être rappelé. Maintenant, qui y a derrière? Ce que je note, moi, d'abord deux choses. C'est le comportement tout à fait significatif des 17 eurodéputés du Parti socialiste espagnol qui ont voté contre cette résolution, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment espagnoles, tout à fait. Après ce En vote. revanche, si vous voulez, les députés macroniens du parti La Renaissance, du président de la République française, ont voté pour cette résolution. C'est intéressant. Au moment où il s'agit de nouer avec Paris des relations consolidées, normalisées, après la visite il y a un mois de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui a réaffirmé son attachement à un partenariat privilégié avec le Maroc. Voilà une fausse note. Bien. Troisième point, il y a tous les courants habituels que nous connaissons depuis toujours, c'est-à-dire des écolos, les Verts, la gauche, l'ultra-gauche, etc. C'est-à-dire c'est composite et ça donne ça. Maintenant, il faut observer autre chose pour ce qui est de cette campagne-là. Le moment, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'il y a une résolution comme ça sur le Maroc. Le moment, donc c'est intéressant, cette mobilisation dans un texte qui est court d'ailleurs, mobilisation de ces 356 députés qui ont voté cette résolution aussi au Maroc. Pourquoi le moment? C'est curieux. Ça vient au moment où il y a une campagne en Europe, essayant de faire l'amalgame avec ce qu'on appelle l'affaire du Qatargate, corruption, et la présumée corruption du Maroc au sein de l'Union européenne. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est ça qui mérite d'être relevé. Pourquoi c'est fait? C'est fait au moment où il y a un certain nombre d'actes que nous connaissons par ailleurs, qui ne sont pas des actes de coopération privilégiés ni de respect. Nous en sommes là.
J'ajoute que cette affaire du lien que l'on voudrait faire entre la corruption que ferait notre diplomatie à Bruxelles et le lien fait avec ce qu'on appelle le Qatargate a été instrumentalisé et, j'allais dire, balancé par qui? Par un obscur député italien, Pierre Antonio Panzeri, exactement, qui lui était impliqué, puisqu'il avait la main dans le pot de confiture, s'est établi pour cette histoire de corruption, et qui a décidé de négocier avec la justice belge un deal pour tout balancer, si je puis dire, et pour, évidemment, incriminer le Qatar, ça ne nous concerne pas, mais incriminer le Maroc. Et il a négocié ça sur la base d'une peine d'un an de prison avec sursis, avec un système électronique de contrôle. Donc nous en sommes là. Donc tout ça est monté de toutes pièces. Ça vient à un moment où il y a... Mais on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient à un moment, mais qui est à l'origine? Je vais vous répondre. Ça vient de ceux qui ne sont pas des amis du Maroc, déjà. Ça vient de ceux qui ne sont pas favorables à ce qu'est le Maroc de 2023. Alors, déjà, nous avons ça. Alors, ça vient d'où? Ça vient d'un certain nombre de réseaux que nous connaissons. Ce sont des ONG Bien, j'y viens. Alors, il y a d'abord des interférences étrangères. Des interférences étrangères. Parmi les eurodéputés les plus hostiles au Maroc, il y a 2 eurodéputés d'origine algérienne. Karima Deli et une autre. Et oui, c'est elle qui se distingue par un activisme d'hostilité à l'endroit du Maroc. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas comprendre. Elles ne font que ça. Elles sont missionnées pas pour s'occuper des problèmes de l'Europe, elles sont là comme éléments et comme aiguillons. Mais bien sûr, c'est la cellule activiste de la politique d'hostilité à l'endroit du Maroc. Il y a un certain nombre d'ONG qui sont derrière, en deuxième ligne, toutes les ONG, Reporters sans frontières et autres, etc. La même Amnesty qui a avancé des chiffres sur les détentions politiques en Algérie, 266 militants et manifestants toujours détenus dans les prisons algériennes. Vous savez, je finis un mot. Oui. Vous avez parlé de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières nous classe en 2022 au 135e rang pour ce qui est de la liberté de la presse. Et elle met l'Algérie au 142e rang. C'est invraisemblable, ça, tout ça, donc quand même. Enfin, si on se réfère aux faits et aux chiffres surtout. Voilà. Maître Begar, alors juste, soit dit en passant, il faut aussi relever toutes les réactions qui ont été soulevées ou que cette résolution au Parlement européen a soulevé au Maroc. Plusieurs instances ont réagi. Il y a le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a appelé l'approche du Parlement européen qui s'est arrogé le droit de juger la justice marocaine de manière flagrante et partiale. Il y a aussi le Parlement marocain qui a dans une déclaration assuré qu'il va réévaluer son partenariat avec le Parlement européen après cette résolution hostile. D'abord, peut-être quelque chose à ajouter sur les détails même de cette résolution et puis après sur cette réaction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Après, nous reviendrons aussi à la réaction du Parlement européen. Tout à fait. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit professeur Bouddahab tout à l'heure et je pense que nous faisons l'unanimité, nous constituons l'unanimité par rapport au caractère non normatif de cette résolution, qui est plus une position politique qu'une décision à caractère obligatoire. Ça a plus un aspect moral. Et puis, concernant le Parlement européen, bien qu'il ait cette appellation de Parlement, il n'est pas compétent pour légiférer pour la communauté européenne. D'ailleurs, 85% des législations émanent de la Commission européenne. Et il n'a que le droit d'une lecture en collaboration avec le Conseil de l'Europe, à un maximum de 3 lectures. Première, deuxième et troisième lecture. Et s'il n'y a pas consensus, c'est la Commission européenne qui reprend le dessus et c'est sa législation. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de débat juridique ou un référentiel droit de l'homiste. C'est que politique, c'est des partis politiques qui ont déposé une résolution, qui l'ont défendue dans un semblant d'alliance politique, dans un jeu de rôle partisan, en éloignant toute concertation juridique, droit de l'homiste, qui pourrait effectivement être imposable éventuellement, comme l'a dit M. Bouddahab,
professeur Bouddahab, les résolutions de la communauté du Parlement de l'Europe ne sont obligatoires que concernant les aides financières. Et c'est là où peut-être le bas blesserait éventuellement. C'est là où il faudrait faire attention et ne pas, pour que ça n'aboutisse pas en relation avec d'autres thématiques essentielles pour le Maroc et vitales. Alors, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a rejeté toute ingérence dans la justice ou tentative d'influencer ses décisions. Ce qui m'amène à vous poser la question, où en sont les affaires pointées du doigt par le Parlement européen, Maître Begar? Parce que ce sont des affaires, pas toutes, hein, mais celles qui ont été soulevées dans cette résolution, elles sont toujours en cours. Justement, à mon sens, c'est un vice de forme flagrant. Comment le Parlement européen imposerait à un État souverain, à une magistrature souveraine, un pouvoir judiciaire, des directives, une ligne de conduite qui vont à l'encontre de la Constitution européenne, des constitutions des pays de cette communauté européenne et même des principes internationaux relatifs à la déontologie et à la pratique judiciaire. Des principes de Bangalore, les principes et les garanties qui figurent sur la Constitution marocaine, qui forment même le fondement de toute pratique judiciaire, l'impartialité, la garantie d'un procès équitable et la praticabilité des droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus au niveau international. J'aimerais aussi souligner que le Maroc n'a pas faussé, ne fausse pas le jeu, si vous me permettez le terme. Le Maroc est partenaire, a adopté les mécanismes internationaux pour la défense des droits de l'homme, les mécanismes régionaux, et il a instauré des mécanismes nationaux. Le Maroc a adopté le pacte international pour les droits civils et politiques, et il vient d'adopter le premier protocole relatif à ce pacte qui permet aux citoyennes et citoyens marocains de saisir la justice internationale. La justice internationale s'ils considèrent que leurs droits ont été bafoués entre guillemets au sein même du Maroc. C'est un pays qui n'a pas froid aux yeux. Pourquoi? Parce que la résolution in fine, quel est l'objectif de cette résolution pseudo? C'est de décrédibiliser la pratique. Un système judiciaire. La pratique du système judiciaire et l'application des droits de l'homme au Maroc. Sans aucun fondement, sans aucun document. Il y a, aux valeurs d'aujourd'hui, il y a des commissions d'évaluation entre le Parlement marocain et le Parlement européen. Elles n'ont pas été saisies. Il n'y a pas de rapport. Ces commissions-là d'évaluation ont été instaurées pour qu'effectivement il y ait évaluation de certaines pratiques. Il y a une concertation, discussion sur les sujets, les thématiques de collaboration entre le Parlement marocain, le Parlement européen et le Maroc et la communauté européenne. Elles n'ont pas été saisies. Il n'y a aucun rapport officiel, aucun amendement n'a été présenté au Parlement marocain, aucune question n'a été posée à l'État marocain. C'est une position préétablie. Lorsqu'on cherche la vérité, on commence par poser des questions. C'est sûr. Et puisqu'on parle de justice. Oui, professeur Srebi. Si vous permettez, sur la résolution, il y a deux éléments dans la résolution qu'il faut relever. Il y a l'attaque frontale contre le système judiciaire marocain et c'est un déni. Très bien. Parce que la justice est un pouvoir autonome, c'est consacré par la nouvelle Constitution et cette indépendance se décline suivant deux institutions. La première, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La deuxième, c'est la présidence du ministère public. Et je signale à ces eurodéputés que l'exécutif n'a aucune relation avec le parquet depuis la réforme de 2017. Deuxième élément qu'il y a dans cette résolution, c'est l'amalgame. D'abord, tout de même, il faut dire, il parle de quoi? Il parle d'affaires de droit commun, on ne le dira jamais assez, qui a été jugé, qui sont des affaires sexuelles, de viol et autres, où les condamnés... Qui ne sont en aucun cas liés à l'activité journalistique de... Tout à fait, vous avez raison c'est pas l'exercice du métier de journaliste qui a été entravé, pas du tout, c'est en tant qu'être humain, en tant que personne, se livrant à des actes sexuels, des violences, des agressions, etc. Et ces mêmes personnes ont bénéficié de toutes les voies de recours, c'est-à-dire des avocats nationaux, des avocats internationaux qui sont venus, des observateurs nationaux et internationaux qui étaient présents au procès que nous avons suivi, les voies de recours, toutes les facilités d'assistance, de contact avec leurs familles et leurs avocats. Ça, on ne le dira jamais assez. Deuxième point dans cette résolution qui n'est pas relevé, c'est l'amalgame qui est fait avec quoi? L'amalgame qui est fait avec l'occupation du Sahara occidental, je cite la résolution. Absolument. Ensuite, la marginalisation du Rif, deuxième point. Ensuite, ils mettent en cause le Maroc dans sa politique migratoire.
Donc tout ça est irrecevable. S'il y a un Mais pays que viennent qui faire ces dossiers-là dans cette résolution? C'est la technique de l'amalgame, c'est-à-dire on met tout dans le même panier, oui, voilà. et en espérant que de toute façon, au total, ça donnera quelque chose. Parce qu'ils savent très bien que c'est un mauvais terrain que celui des condamnés, c'est des condamnés de droit commun. Alors ils englobent ça derrière des paramètres susceptibles d'attirer l'attention de certaines opinions publiques. J'aurais aimé que ces mêmes de députés qui sont préoccupés par les droits de l'homme posent un certain nombre de questions et lancent des investigations où, dans les camps de Tindouf, où il y a 40 000 personnes qui sont dans des situations de non-droit, malgré toutes les recommandations du Conseil de sécurité, et particulièrement dans le pays voisin, où la situation démocratique est ce qu'elle est. Vous m'avez cité tout à l'heure les sources. L'un des vecteurs de cet activisme, c'est le pays voisin, avec un certain nombre de relais, d'associations et autres. Oui, et ces prisons sont remplies d'hommes politiques. Et de journalistes. Surtout. Et qui sont critiques à l'égard du gouvernement. Oui, Maître Boghal, je voudrais juste peut-être donner la parole pour être équitable. Est-ce qu'on parle Juste et équitable. Juste deux informations. Oui. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Srimi. Deux nouvelles récentes. Avant-hier, en Algérie, il y a eu la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Ah oui, et aussi, l'aide financière émanant même de la communauté européenne est bloquée au port d'Oran. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas payé les taxes. Pourquoi ? Parce que finalement, si ces aides-là qui émanent de la communauté européenne sont susceptibles, sont soumises à des restrictions. Donc, la junte algérienne ne pourrait pas en bénéficier de façon directe. Et c'est bloqué au port d'Oran. Deux poids, deux mesures. C'est deux poids, deux mesures, justement. Et cette résolution, Maître Abou-Dahab, est-ce que le Maroc ne serait-il pas considéré aux yeux de quelques eurodéputés, mais pas que. Ils sont, bien sûr, il y a tout un travail de lobbyisme qui est fait par d'autres parties prenantes, disons-le. Est-ce qu'on ne considère pas le Maroc comme immature ou comme on doit le protéger? Ça nous rappelle un peu cette période de protectorat, j'ai envie de dire. C'est comme une forme de néocolonialisme, disons les choses telles qu'elles semblent être, en tout cas selon les faits et selon ces dernières actions du Parlement européen. Ça vous fait sourire? Oui, parce que je le vers mon ami Semstava, il va me dire que je suis diplomate, mais on va utiliser un euphémisme. Oui. On va dire du paternalisme pédagogique. Voilà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Historiquement, au moins si on remonte à 2009-2010, déjà, au niveau du Parlement européen, dans sa configuration actuelle, il y a eu tentative de proposer l'inclusion d'un mécanisme d'observation des droits de l'homme au niveau de la MINURSO, consécutivement à deux événements importants. Le premier est relatif, lui, à ce qu'on appelle l'affaire Aminatou Haïdar, et le second à l'affaire de Exim Exik, évidemment, mais jamais on n'a parlé des décédés, des victimes marocaines, notamment 15 personnes des forces de l'ordre. Et par ailleurs aussi, récemment, souvenons-nous, c'était en juin 2021, où le Parlement avait adopté, dans la précipitation, une résolution condamnant le Maroc et disant que le Maroc ne respecte pas ses engagements au titre de la Convention relative aux droits des enfants consécutivement à l'affaire de Septa, etc. etc. Et puis déjà, quand on lit les attendus les considérants et les attendus de cette résolution du 19 janvier 2023, on voit qu'il y a beaucoup d'amalgames, parce qu'on cite l'affaire Pegasus, comme si c'était acté et que, en fait, c'est un fait qui est souligné et définitivement ancré. Et deuxièmement... Pegasus, soit dit en passant, il y a quand même des responsables européens qui utilisent le même logiciel. Exactement. Ce logiciel Pegasus. Parce qu'on avait considéré que Omar Radi, lui, a été également espionné il aurait été espionné par ce logiciel. Il y a 28 pays dans le monde qui utilisent le système Pegasus, dont la France. Beaucoup de pays européens. Absolument. Par ailleurs, on a cité la question de Qatar Gate et on essaie un peu de profiter de la conjoncture. Mais quand je fais un peu de la dialectique, en général, les actions du Parlement de ce genre interviennent quand le Maroc réalise des avancées. Récemment, on a eu la visite de M. Josep Borrell, qui est le représentant des affaires étrangères et de la politique en matière de sécurité. On a annoncé des actions très importantes, l'implémentation du nouvel agenda pour la Méditerranée, la déclaration de juin 2019 qui est très importante, soi-disant qui a essayé un peu de structurer, et par ailleurs le partenariat vert. Et vous avez d'entrée de jeu, Mme Khadija, parlé de l'exploit des lions de l'Atlas et ce soft power montant. Là, nous sommes Joseph Borrell a évoqué avec son confrère et nos homologues
marocain Sinasser Bourita, il a évoqué cette question des droits de l'homme. C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire il a fait d'une manière... C'est comme si Joseph Borrell préparait les autorités marocaines à une action européenne. Mais... oui, je peu. crois qu'il était certainement informé de cette mesure On parle qui allait... de langage diplomatique. C'est clair, mais il faut dire les choses également, parce que dans la tête d'un certain nombre de députés, il y a le biais cognitif, vous le savez bien, parce qu'on perçoit l'autre à partir du référentiel sociopolitique, etc., le partenariat, le dialogue politique renforcé, la commission parlementaire mixte, etc. Mais ce qui a été dit par mes chers collègues, les juristes qui savent comment ça se déroule, ils n'ont pas pris le temps d'investiguer si allégation il y avait ou elle devrait être. Au moins, ils auraient pu, ces eurodéputés, prendre le cheminement normal. D'abord, il y a une commission parlementaire mixte. Ils peuvent dépêcher une délégation pour demander peut-être des informations. Mais là, ce sont des missives qui sont dirigées. Je crois que c'est très politisé et ça renvoie à ce qui est déjà passé auparavant. Deux poids, deux mesures. La même question que j'adresse cette fois-ci à Maître Hubert Seillan, deux poids, deux mesures. RT France qui vient de mettre la clé sous la porte. Et aussi cette partialité flagrante de l'Europe dans ce conflit russo-ukrainien. Et là encore, aucune réaction du Parlement européen. C'est bien la liberté de la presse qu'on évoque dans cette résolution. Voyons. Dans cette résolution, vous avez une part importante qui est donnée à RSF, à Reporters sans frontières. Alors, ça a été évoqué, mais je crois que vous avez à peu près 50% du texte qui fait appel à RSF. Bon, de quoi s'agit-il? L'affaire est bien connue. On fait des allégations. Dans les textes des RSF, dans la résolution, il n'y a aucun fait. Vous entendez? Aucun fait. On sent bien que dans la distinction que l'on doit faire toujours, en tout cas comme bon juriste doit toujours faire, entre le fait et le droit, bien le droit dans cette affaire, c'est l'idéologie. Voilà. Donc nous avons essentiellement de l'idéologie, des allégations, mais les allégations ne sont pas du fait. Alors nous avons connu ça avec Pegasus l'année dernière. Nous avons connu ça, on avait invoqué de la part du Maroc toutes sortes d'écoutes, mais je me souviens aussi avoir pu entendre que seule l'intention comptait. Alors l'intention compte, bien, l'indice le plus éloigné des faits deviendra proche si l'intention le veut, la rumeur sera plus importante que les sources, la réunion de multiples petits signes fera qu'on pourra établir des indices, et enfin, des quarts d'indices et même des huitièmes pourront devenir des preuves. Voilà comment ça fonctionne, cette résolution. Moi, je dois dire que je ne suis pas du tout surpris. Tout ceci, ça participe de choses anciennes. Alors, qui est derrière tout ça? Vous m'avez posé tout à l'heure la question de manière abrupte en tout début d'émission. Je vous ai répondu que je n'avais pas les faits, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a une relation très étroite entre le succès du Maroc en Europe, je dis bien le succès, et mes collègues viennent d'évoquer M. Borrell. Il apparaît en effet que le Maroc est un partenaire d'une grande fiabilité sur un certain nombre de points, pas simplement économiques, mais aussi sécuritaires, et je dirais aussi sur le plan des grandes valeurs, comme personne n'en parle, mais l'interreligieux notamment. C'est un sujet qui m'importe beaucoup. Et le Maroc est donc un modèle, et il faut bien le dire, cela dérange. Alors, s'agissant, parce qu'il ne faut jamais le citer, d'un certain voisin, moi je crois que, quand mon collègue vient d'évoquer le partenaire qu'est la France, je ne suis pas étonné de la position des députés français. J'ai moi-même des grosses difficultés en France, puisque vous le savez peut-être, je préside une fondation qui s'appelle France-Maroc. J'ai une grosse difficulté à être à l'écoute des Français. Et c'est vrai que les socialistes sont plus proches de la thèse que je défends que ne le sont les gens de Renaissance. Voilà. Alors ça paraît, on pourrait faire le pont avec ce qui a été dit pour les socialistes espagnols.
Les raisons profondes, je ne les connais évidemment pas, mais enfin, je constate, c'est un fait. Alors, la France a en effet conclu avec l'Algérie un accord important, l'accord gazier, je crois me souvenir, avoir écrit il y a peu de temps encore, que nous étions prisonniers de cet accord et qu'on nous en ferait payer le prix autrement que par des euros. Alors cela veut dire quoi? Eh bien que nous n'avons plus la liberté nécessaire pour apprécier ce que doit être notre position vis-à-vis de notre vieil ami qu'est le Maroc. Voilà aussi ce que je veux dire. Alors enfin, je dois rappeler que je suis l'avocat de la famille de l'ancien dirigeant El Raïl. Sa famille m'a interpellé encore il y a peu et j'ai adressé, il y a bien peu de temps, c'était le 1er octobre 2022, une lettre à monsieur l'ambassadeur d'Algérie à Paris, dans laquelle je lui dis un certain nombre de choses, notamment que monsieur Ahmed Raïl est détenu, je lui donne l'endroit, au centre de détention 75, Terre, à Lablida, près d'Alger. C'est un centre de détention, ce n'est pas une prison, c'est un centre de détention militaire. Et j'ajoute que son numéro de détention est le 21606 et son nom de détenu est Ould Mahmoud Kaïl Ahmed. Tous ces faits sont importants parce que je les ai envoyés à la presse, je les ai envoyés à l'AFP, je les ai envoyés à un certain nombre de journaux. Il n'y a eu aucun écho, voyez-vous. Alors, je veux bien que l'on, et là je me sens avocat, plus encore, je veux bien que l'on reproche au Maroc toutes sortes d'insuffisances sur le plan de la liberté de la presse. Qu'est-ce que la liberté de la presse par ailleurs? Mais viennent me dire que nous avons des leçons à donner en Europe, alors que, comme je viens de vous le dire, je n'arrive absolument pas à avoir le moindre entrefilet sur cette affaire, et j'en prends un témoin ce que me disent les gens de la famille de ce monsieur Raïl, c'est que cette famille-là, qui vit à moitié à Tindouf et à moitié en France, cette famille-là n'a pas plus d'écho quand elle évoque cette situation. Nous n'avons rien. Alors, chers amis, mes chers collègues, je participe totalement à ce que vous venez de dire, mais vous avez tout à l'heure parlé, Maître Seillan, vous avez évoqué tout à l'heure une espèce de capharnaüm au sein même des différentes instances européennes. Moi, j'aimerais bien revenir là-dessus. Alors, vous faisiez allusion à quelle contradiction entre les positions de ces instances, concrètement, peut-être avec des exemples, Maître Seillan. Écoutez, oui. il y a 4 institutions principales. Il y a le Parlement que nous évoquons et qui nous donne beaucoup dont nous avons du mal à comprendre le fonctionnement sur ce sujet. Deuxièmement, il y a la Cour de justice. Et nous savons que la Cour de justice est en contradiction profonde sur un certain nombre sur les accords entre le Maroc et l'Union européenne, avec la Commission et le Conseil. Voilà. Alors si ça, c'est pas un capharnaüm, nous avons en effet un système européen qui a du mal à fonctionner en toute logique. Alors, dans le fond, il faut se dire une chose, c'est que le Conseil décide, son administration fonctionne, c'est la Commission. Nous avons vu M. Borrell venir dire le plus grand bien du Maroc il y a quelques jours. Voilà. Oui. Le Parlement, il n'a pas de pouvoir significatif et dans cette affaire, je le répète, c'est un rond dans l'eau et un petit rond. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Quant à la Cour de justice, ce sera peut-être pour un autre débat, mais nous savons qu'en effet, elle peut avoir des positions qui sont assez compliquées à comprendre parce qu'en effet, elles sont en contradiction avec les principes juridiques fondamentaux, déjà, et deuxièmement, avec les décisions des politiques et de l'administration européenne.
Très bien. Alors, j'aimerais Voilà, bien si qu'on vous voulez. réagisse à la réaction du Parlement marocain qui a tenu donc cette session extraordinaire des deux chambres aujourd'hui à Rabat. Oui, professeur Sahimi, je vois que Sur ça, vous voulez oui, non, absolument c'est réagir. Oui. important. Bien sûr, mais tout ce que vous dites est d'une importance, bien sûr, majeure. Je reprends votre question précisément. Il fallait réagir de manière unanime, institutionnelle et politique avec la séance spéciale d'aujourd'hui, donc des deux chambres du Parlement marocain. Et le texte est un texte important parce qu'il est unanime, il montre la mobilisation des élus, c'est-à-dire la représentation nationale, et il arrête une position qui est celle de la réévaluation, forcément, des rapports entre l'institution parlementaire marocaine et ce Parlement européen. Il y a un comité mixte, donc ça c'est important. C'est-à-dire nous prenons qu'est-ce que date. dans le langage diplomatique, qu'est-ce qu'une réévaluation? Réévaluation, justement, pour c'est-à-dire, citer la je vais vous déclaration, répondre. réévaluation globale visant à prendre des décisions fermes et appropriées. François Mitterrand disait que le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Alors comment le Maroc doit-il réagir? C'est-à-dire que nous avons, il y a le tissu global des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Il faut faire une distinction entre les relations de l'État marocain avec les institutions exécutives de l'Union européenne, en l'occurrence le Conseil, qui est le Conseil des 27 chefs de gouvernement, chefs d'État et de gouvernement, et la Commission, qui est l'organe exécutif. La Cour de justice, on n'en parle pas. Maintenant, le Parlement. Le Parlement marocain ne peut faire pression que sur ses relations futures avec le Parlement européen. C'est de Parlement à Parlement. Et donc, forcément, il y aura un certain nombre de dossiers en instance qui intéressent la sécurité, qui intéressent la rive sud de la Méditerranée, la coopération, le partenariat, etc., qui seront mis sur la table avec une autre approche. J'ajoute, et je vais être moins diplomate, peut-être que mon distingué collègue en face, et après tout, ce Parlement européen peut décider ce qu'il veut. C'est une question de budget, hein, quand même. Oui, mais j'y viens. Je prévoyais l'objectif. Ils peuvent adopter les résolutions qu'ils veulent. Ça ne changera pas la nature et la dimension des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Lesquels budgets, en dernière instance, ils sont adoptés par qui? Ils sont adoptés par la Commission, malgré le premier avis, deuxième avis, etc., du Parlement. Autre point aussi qui nous intéresse, et là, peut-être nous interpeller, nous. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Il y a un comité mixte, vous le savez, Parlement marocain, Parlement européen, présidé par notre ami, vous le savez, Hassan Haddad, qui fait un excellent travail, vous le savez. Bien. À côté de ça... Après, je veux dénigrer le travail de personne, mais ça ne suffit pas dans le sens où, si vraiment il y avait un travail qui est bien précis entre ces institutions et entre les deux institutions, je ne pense pas que... Comme j'aimerais finir mes phrases. Oui. Il y a déjà ce canal qui existe. Mais le canal, il existe. Non, mais il faut qu'il y ait des résultats de tous les canaux qui existent. Alors, à quoi bon même faire des canaux entre je peux vous répondre si j'arrive à finir mes phrases. Bien sûr. Si elles étaient juste un peu plus courtes, ça arrangerait tout le monde. Je vais parler en style télégraphique, c'est ça? Bien. Non, pas en style télégraphique, mais un peu plus concis. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une part de travail qui doit être faite par nos parlementaires. Je vais vous donner l'exemple de plus de 40 groupes d'amitié parlementaires Maroc et les autres parlements. C'est des groupes d'amitié qui n'ont pas été installés du fait des élections de septembre 2021. Donc la première urgence, c'est d'activer la mise sur pied de cette quarantaine de groupes d'amitié et d'entreprendre durablement un travail de contact, de lobbying auprès des parlementaires de chacun des pays des 27. Ce travail-là n'a pas été fait, il faut bien le dire. Et c'est pour ça qu'on arrive en fin de course, finalement, on se retrouve avec, en dernière analyse, on trouve le Parlement européen où sont activistes les minorités, des groupes, les souverainistes, les écolos, l'ultra-gauche, etc., plus un certain nombre de partis de droite, dont les députés Renaissance du président Macron. Donc il y a un travail qui doit être fait, mais ça va être l'occasion de remobiliser notre diplomatie parlementaire, qui en a besoin,
qui en a besoin, qui doit être à la faveur de la nouvelle législature, donc se déployer de manière plus active sur la scène internationale et porter la parole du Maroc, c'est important. Je pense malgré tout, et peut-être c'est la question que vous alliez poser, j'y réponds par avance, c'est que malgré tout, c'est une nuisance, c'est un nuage, mais le socle des relations entre le Maroc et l'Union européenne est extrêmement important. Maître Hatim Begar, donc vous êtes avocat au barreau de Kenitra, vous êtes également membre du bureau politique du MP. Quel est le rôle aujourd'hui des partis politiques dans cette coopération Maroc-UE? On a parlé de la coopération entre les deux parlements. Quid des représentants finalement élus démocratiquement en l'occurrence? C'est un travail de longue dans haleine. cette diplomatie, parce que c'est une sorte de diplomatie. Oui, mais aujourd'hui, absolument. Une diplomatie parallèle, une diplomatie partisane, tout à fait, qui émane à la fois des partis politiques et même de l'institution parlementaire, parce que nous sommes représentés par des parlementaires, tant à la première chambre qu'à la deuxième. Et à travers, comme l'a mentionné le professeur Shemi, à travers les groupes d'amitié entre le Maroc et plusieurs pays européens, aussi la commission que préside M. Hassan Haddad, il y a un travail de fond qui se fait. Mais c'est un travail de longue haleine. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et c'est une réaction par rapport à l'évolution que connaît le Maroc. Parce qu'on ne peut pas dire que le Maroc aujourd'hui est un partenaire fiable, stratégique en matière de sécurité, qui œuvre pour la stabilité de toute la région, qui porte la parole européenne en Afrique et inversement, la parole africaine en Europe. C'est un partenaire fiable en question de migration professionnelle, un partenaire économique fiable. C'est un partenaire qui a toujours été clair dans ses positions depuis feu Mohamed V, quand les patriotes marocains ont combattu pour leur liberté et les compatriotes marocains ont combattu pour la liberté de la France et de l'Europe contre les nazis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on acceptera un néocolonialisme. Feu Mohamed V est allé à l'encontre de la décision du gouvernement de Vichy pour protéger ses ressortissants marocains, quelle que soit leur religion, leurs opinions. Donc il faut voir la chose dans sa continuité. Ce n'est pas aujourd'hui que le Maroc serait dans une position de faillir à ses obligations internationales ou régionales en matière des droits de l'homme. Les partis politiques, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, devraient, à mon sens, jouer un rôle amplement plus important, concret, concis, sur ces matières de diplomatie. Et les réactions devraient éventuellement redevenir des actions concrètes, en relation avec toutes les thématiques économiques, politiques ou autres. Il faut être proactif et pas attendre les événements pour réagir. Alors justement, l'intelligent résout le problème, le sage fait que ce problème ne soit pas. Oui, Maître Begar. Ceci dit, j'aimerais terminer sur une chose. Cette résolution, bien qu'elle ne soit pas normative obligatoire, il faudrait être sur le qui-vive, il faudrait faire très attention sur ce qui vient. Parce qu'il pourrait y avoir éventuellement d'autres résolutions relatives à d'autres thématiques. C'est là. Je l'ai évoqué dans mon intro. C'est-à-dire, quand on parle d'un durcissement des envois, des MRE, ça c'est financier, ça pèse quand même 100 milliards de dirhams. C'est un record qu'on a atteint ces 2 dernières années. Moi, j'ai l'impression, en observateur très objectif, qu'il y a des attaques sur les intérêts maintenant du royaume. On ne parle même pas de l'image du pays, mais ce sont là des intérêts hautement significatifs pour son économie. Vous savez que ça a commencé. Et parce que aussi pour tous les Africains qui veulent envoyer des fonds de l'Europe vers l'Afrique via les filiales des banques marocaines qui sont non seulement présentes dans les 27, mais aussi dans plusieurs pays africains. Donc vraiment, il y a des questions, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est d'une évidence. Le Parlement marocain est censé légiférer, c'est l'institution de législation majeure dans le pays. Oui. Il est compétent à légiférer. D'ailleurs, c'est l'un des rôles que pourraient jouer les parlementaires. Le Parlement légifère, s'est aligné, le Parlement marocain s'est aligné avec la législation européenne, surtout en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Oui. Et le Maroc a adopté à la lettre le texte de loi de la Convention du Conseil de l'Europe de 2005 contre la traite des êtres humains. On ne peut pas demander au Maroc de s'aligner, d'être conforme aux législations européennes. Et le jour où cette juridiction marocaine applique ce texte de loi, il y a ingérence. C'est vraiment...
C'est contradictoire. C'est contradictoire. Professeur Abou Dahab, les deux poids, deux mesures, mais aussi les deux poids avant, c'était deux partenaires. Maintenant, le Maroc, depuis quelques années maintenant, le Maroc a décidé de s'ouvrir au monde et de diversifier ses partenaires économiques et diplomatiques. Et cela, au moment où, j'ai envie de dire, les partenaires économiques et géostratégiques de l'Europe, et notamment en Afrique, s'amenuisent. Donc là, comment peut-on voir cela d'un œil de relations internationales en tant qu'expert que vous êtes, d'un autre motif qui pourrait pousser les autorités européennes à voir le Maroc aujourd'hui non pas comme un partenaire, mais comme un compétiteur? Vous parlez le Parlement européen, ou de façon générale? Oui. De façon générale. Parce que le Parlement européen est animé par d'autres parties prenantes. Oui. C'est vrai que nous avons besoin d'une approche quand même globale, holiste et systémique. Il faut le dire, parce qu'il faut d'abord prendre, comme disait Brodel, les 3 étages de la pensée, les cycles longs et puis les cycles intermédiaires, les vents, mais également le conjoncturel, le quotidien. Il y a une sorte de besoin de créer une espèce de conjoncture fluide. Les eurodéputés ont besoin aussi de susciter des thématiques. N'oublions pas que le 19 janvier, il y a eu également une résolution le même jour sur le Brésil, les manifestations contre le président actuel, et sur le Nagorno-Karabakh, la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre autres choses. Bien. Maintenant, je crois que c'est une, c'est une action à double tranchant ou à double détente. Nous voulons ancrer notre relation avec l'Union européenne sur le plan économique, financier, etc., bénéficier d'un ancrage stratégique, ça on le sait, mais en même temps, ce que nous avons constaté, qu'il y a plusieurs vitesses des relations, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, bientôt, la commission mixte entre le Maroc et l'Espagne, Maroc-Allemagne, Maroc-Pays-Bas, Maroc-Serbie, Maroc-Roumanie, Maroc-Hongrie, Maroc-France, etc. Mais par ailleurs, ce que nous devons peut-être aujourd'hui prendre en considération, c'est que le Parlement est corrélé à d'autres institutions, y compris les parlements nationaux. Et là, il pourra transférer cette résolution à ces parlements pour prendre cette fois-ci des décisions obligatoires. Et nous avons déjà les précédents sur le plan jurisprudentiel, si vous voulez, entre guillemets, l'affaire de Gdemisic. Parce que c'est gênant, parce que par la suite, ça impacte l'ONU. Et on voit aussi à l'ONU en 2013, nous n'oublions pas, tentative d'inclure l'observateur des droits de l'homme au niveau de la MINURSO. Ouais. Donc moi, je vois ces choses globales. Ceci dit, ontologiquement aujourd'hui, et même sur le plan épistémologique, si vous me permettez, le Maroc peut-être doit définir aussi sa relation globale avec l'Union européenne. Le Parlement européen a condamné la résolution du Parlement européen. En tout cas, il est contre les mixtures. Le Parlement marocain. Même le Parlement arabe. C'était hier. Voilà. Aussi hier, oui. Le Parlement marocain aujourd'hui, on va dire, il attend à ce qu'il y ait une réaction officielle de la part du ministère des Affaires étrangères, parce que qui jusqu'à maintenant. Mais comment peut-on lire justement cette non-réaction des autorités marocaines et en l'occurrence du ministère des Affaires étrangères? Le ministère des Affaires étrangères n'a pas publié de communiqué officiel. Parce que c'est parlementaire. Dans un premier temps, la réactivité, c'est de faire réagir un Parlement face à une résolution d'un autre Parlement. Très bien. Nul doute que la réaction de l'État va venir, mais par des canaux d'État. Je voudrais ajouter un mot, si vous le permettez, puisque j'ai la parole. Mais il n'a pas fini la sienne. Hein. J'ai pas fini, c'est ça. Tu as volé la sienne de parole. Il m'a cédé ça. Non, je termine, s'il te plaît. Non, parce que c'est important. Parce que ce sont des choses qui sont décisives. N'oublions pas que même la diaspora marocaine a été citée. Maintenant, on parle du Hirak, comme si on remet en cause l'impartialité de la justice marocaine. Ce qui est grave, à mon sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce n'était qu'un feuilleton parmi d'autres, et donc toutes ces condamnations ne valaient pas du droit, et par conséquent, il fallait réagir promptement. Moi, je crois qu'il faut engager d'abord un débat entre les autorités judiciaires marocaines et leurs homologues européennes, parce qu'il y a la coopération judiciaire. Je crois que la commission parlementaire mixte, aujourd'hui, doit être revue et corrigée fondamentalement, parce que le format de 2010, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Le rythme de réunion, l'impact réel, et puis ce sont juste des consultations, mais où est le sens de l'anticipation ? Où est le sens de la prévention ? Maintenant, il faudra inviter des délégations parlementaires européennes à venir voir réellement et s'enquérir de près de la situation. Moi, je crois qu'il faut revenir au design. Nous sommes dans le post-Covid-19.
Nous sommes dans des conjonctures nouvelles aujourd'hui, mais il faut vraiment aujourd'hui aller plus en avant et de façon accélérée pour éviter ce genre de scénario. Oui, un dernier mot, Mostafa Srimi, pour clore le débat. Les parlementaires européens sont très rétifs à nouer des relations avec la commission marocaine mixte. Ça, le président de la commission vous le dira. Il faut taper. Ils ont beaucoup traîné, etc. Deuxième point que je voudrais dire, c'est au total le discrédit moral de ce Parlement européen. Je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il doit être porteur et défenseur de valeurs qui sont les nôtres, auxquelles nous avons adhéré, référence à la nouvelle Constitution, ne serait-ce que ça, etc. Et voilà un comportement d'un Parlement qui foule aux pieds des valeurs qui sont partagées et qui sont un référentiel fondamental de nos relations avec l'Union européenne. Surtout de demain. Nos relations de demain. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Maître Hubert Seillan, avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Question d'actu. Merci professeur Srimi. Merci à vous. Merci Maître Hatim Begar. Et mes remerciements bien sûr à vous également, professeur Zakaria Bouddahab. Madame Khadija, merci. Et bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.